Bonjour et bienvenue à la conférence de cet après-midi. Je suis Henriette Bichat, vice-présidente ici au Québec pour le réseau d'assurance IDC. C'est mon rôle de vous présenter M. Clément Gignac. Titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Laval, Clément Gignac possède une riche expérience d'une trentaine d'années dans le secteur privé et public. De 2009 à 2012, il a notamment assumé successivement les fonctions de ministre du Développement économique et de ministre de Ressources naturelles pour le gouvernement du Québec. Depuis décembre 2012, Clément Gignac occupe le poste de vice-président principal, placement économiste en chef chez IA Groupe Financier. En plus d'agir à titre de porte-parole du groupe pour des questions économiques, il est président du comité d'allocation des actifs et responsable de la gestion des fonds diversifiés dont l'actif excède 4 milliards de dollars. Sur la scène internationale, en 2016, la conférence de Business Economists de Washington l'a invité à se joindre à titre de membre permanent, devenant ainsi le seul représentant canadien au sein de ce groupe select d'une quarantaine d'économistes en chef mondial. Merci beaucoup, M. Gignac, de nous joindre à nous. Une petite note à tout le monde. En bas à droite, vous trouvez le petit icône chat. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez ce bouton-là. Le conférencier recevra les questions directement. Merci, M. Gignac, à vous. Bien, merci beaucoup pour cette belle introduction. Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. Félicitations pour cette belle initiative. Donc, le plan de match, c'est que je pensais parler peut-être pendant environ 25 minutes et pour avoir une période de questions. C'est toujours la portion que j'adore le plus parce qu'on peut vraiment échanger. Hier, dans notre pratique, ça allait bien. Je partageais mon écran. Pour une raison quelconque, j'ai plus de misère aujourd'hui. Des fois, qui arrive à l'occasion, même si on a fait une centaine de présentations l'année passée, ça a bien été. Henriette a accepté gentiment, je pense, d'amener les graphiques à l'écran si vous pouvez le faire. Donc, je vais commenter. Et pour ceux qui sont avec nous ou qui se sont inscrits, vous allez pouvoir recevoir copie de la présentation. Graphique suivant, il doit y avoir un télé au niveau de la transmission. Donc, quoi qu'il en soit, je vais commenter. Le premier graphique du bâtonnet rouge, c'est dans le fond l'impact économique de la COVID. Là. On a eu la plus grosse récession là, de l'histoire moderne. C'est rare que l'économie mondiale tombe en récession. Donc, on a une situation que c'est jamais vu que tout le monde en même temps. Là, c'est déjà arrivé en fait en 2008, mais c'était beaucoup moins sévère que ce n'est actuellement. Là. Donc, c'était très, très substantiel. Le Canada a un recul au-dessus de 5 donc, d'un pays à l'autre, ça a quand même varié, mais que tout le monde soit en récession, c'est vraiment historique. Excusez notre problème technique, mais c'est parce que ça va changer un peu mon allure de présentation. Moi, je suis toujours à la place mise en garde. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens voient. Est-ce qu'on peut demander à Dan si j'ai abordé? Parfait. J'en ai déjà parlé. Les graphiques suivants. Ça a été la récession la plus importante des temps modernes, mais c'était aussi la plus courte quand on y pense. Ça a duré 2 mois parce que pour un économiste, la récession, c'est défini comme la contraction. Quand ça arrête de descendre, ben, c'est fini la récession. Non, on n'est pas sorti de l'auberge, comme vous le savez. Donc, le PIB a reculé de l'ordre de 18 et actuellement, on est un recul de 4 par rapport au mois de février. Donc, on voit qu'on a récupéré là, pas loin de quoi, 75-80 de toute la perte. Donc, c'est très, très rapide. Je me souviens au printemps dernier, les gens me posent la question, c'est en V, en W? Les gens étaient très sceptiques, pensaient que ce serait une reprise en V. Ben oui, mais on a fermé l'économie. La journée qu'on va la réouvrir, ben ça va repartir vite. Ça ne veut pas dire qu'on va tout récupérer ce qu'on peut rapidement, pas attendre le vaccin. Et ça dépend évidemment des secteurs, d'un secteur à l'autre, ça changeait beaucoup. Donc, c'était une année historique. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'était historique également au niveau des finances publiques. Donc, on peut voir au niveau de le déficit. Donc, en temps de guerre, c'était pour la Seconde Guerre mondiale, là, pour voir ce genre de déficit-là. 17 du PIB, donc c'est très significatif. Que ce soit le Canada ou aux États-Unis, hein, on a le même type de recul, donc c'est vraiment, vraiment important. En fait, c'est ce que les gouvernements devaient faire. Donc, on a une pandémie, on ferme l'économie pour des raisons de santé publique, ben on se doit de venir en aide aux travailleurs, venir en aide aux entreprises.
Donc, moi, mon opinion, c'est que même si c'était imparfait, l'intervention rapide des banques centrales puis des gouvernements, ben, ça nous a permis d'éviter qu'on tombe en dépression économique comme les années 30. Pour prouver mon point, sur cette slide-là, on peut voir, c'est que d'habitude, quand il y a une récession, les revenus des ménages ils diminuent. Alors, cette fois-ci, ils ont augmenté, imaginez-vous, parce que même s'ils ont moins de revenus d'emploi, il y a eu plus de revenus du transfert des gouvernements. Fait que c'est pour ça qu'on a eu un boom au niveau du revenu disponible en pleine récession. C'était jamais vu. J'aurais jamais pensé, quand j'étudiais l'économie, qu'on verrait ça. Les professeurs nous disaient que ça n'avait pas prévu ça non plus. Regardez le taux d'épargne aussi. Donc, les gens n'ont pas autant d'opportunités à dépenser quand on est en confinement. Les revenus rentrent pareil. Donc, ça donne que beaucoup de cash, beaucoup d'épargne sur les lignes de côté. Au graphique suivant, on peut voir que le Canada, en fait, est un des pays qui en a fait le plus. Ce graphique-là n'est pas à jour pour le dernier projet de M. Biden et Mme Yellen, le 1900 milliards qu'on va mettre du côté américain, parce que là, les États-Unis vont dépasser le Canada comme étant comme effort qu'ils auront fait en termes de stimuli budgétaires. Mais bon, il n'est pas encore de un trillion, 1000 milliards au lieu de 1,9, mais c'est quand même très substantiel. Il faut dire aussi qu'on a un gouvernement minoritaire, fait qu'il en a fait un peu plus que moins aussi, je dirais. Là. Donc, on peut voir qu'au niveau de l'endettement, le Canada est parti d'une position de départ bien mieux que les autres pays du G7 aussi. Donc, ça, c'est la dette nette en passant, l'ensemble des administrations publiques, mais on n'est pas sur la dette brute, là, on est sur la dette nette. Et donc, même là, avec ce gros déficit budgétaire-là, toutes les mesures, le déficit fédéral de pas loin de 400 milliards qu'on a reconnu, en tout cas, les chiffres ne sont pas encore finaux, mais on va voir, c'est que le Canada a encore un niveau d'endettement inférieur aux autres, donc une marge de manœuvre pour passer à travers ça. Comment tout ça va se régler, comment ça va finir? On doit tous s'inquiéter de ce niveau d'endettement-là. Au prochain graphique, vous pouvez voir que, dans le fond, on compare ça, nous, à la Seconde Guerre mondiale, puis qu'est-ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale? Ici, vous avez un graphique, je vais l'expliquer lentement, où la petite courbe du haut, c'est l'endettement du gouvernement américain, puis la courbe du bas, c'est les taux réels. On a pris des obligations 5 ans ajustées pour l'inflation. Fait que regardez, durant la Seconde Guerre mondiale, le ratio d'endettement du gouvernement américain passait de 40 à 100 dans le temps de dire, en 3 ans. Mais ça a pris plusieurs années, ça veut dire, avant qu'on revienne au niveau d'avant. Mais la reprise économique étant très forte, avec le fait des banques centrales aussi, ont gardé les taux d'intérêt faibles. Qui plus est, ils ont même contrôlé la courbe de rendement. Donc, sur le 5 ans, on s'est assuré que les taux ne monteraient pas. Puis, il y a une certaine accélération de l'inflation, fait que les taux réels ont été négatifs. Fait qu'à ce moment-là, ton service de la dette est contrôlé, puis tes recettes s'accélèrent. Donc, ton ratio d'endettement, en fait, se met à diminuer rapidement. Fait qu'on peut voir. Bon, ça a pris 10 ans, ça me dire, mais quand même, c'est le même qu'on a mis à bout. Ben, moi, je pense à la même affaire qui va se passer. Les banques centrales vont garder les taux directeurs faibles. Ça reste à voir s'ils vont aller dans la courbe de rendement. Hein. Ça, ce bout-là, c'est compliqué dans le sens suivant. Pas compliqué à instaurer, mais c'est compliqué à sortir de là une fois que tu l'as mis. Donc, pour ceux qui vont aller là, mais il ne faudra pas que les taux montent trop vite non plus cette année. Parce qu'ils vont aller jouer avec l'assouplissement quantitatif pour acheter plus d'obligations long terme. Si ça ne va pas, ils vont la mettre en place pour s'assurer là, de supporter au niveau des gouvernements. On peut voir au niveau des banques centrales, vous le savez, ils ont intervenu massivement. Donc, on est rendu à des 35 du PIB du côté US autour de 25 au Canada. Donc, on a vous savez, baissé les taux zéro, assouplissement quantitatif. Ils ont fait un paquet à l'affaire qu'ils n'avaient jamais fait par le passé, y compris être backstop sur les obligations comparatives. J'ai eu la chance de travailler avec le gouvernement actuel, M. McLean. En fait, TIF en 2008-2009 lors de la crise financière. Puis, les banques centrales n'étaient pas allées aussi loin là, que ce qu'ils ont fait actuellement. Donc, beaucoup d'outils dans le coffre à outils, on les utilise, ça a donné ce que ça a donné. Et l'engagement, c'est qu'ils vont garder les taux faibles les 2 prochaines années. L'inflation, pour le moment, c'est pas un enjeu au niveau d'inflation. Mais soyez pas surpris si ce printemps, là, au mois d'avril, mai, là, quand vous allez voir les comparaisons année sur année, vous allez peut-être voir des taux d'inflation aux États-Unis qui vont être au-dessus de 3 3,5 parce que le prix de la gasoline avait baissé d'une façon très rapide.
Fait que là, la comparaison année sur année, elle va jumper, excusez mon passage, mais elle va s'accélérer. Mais ils veulent vraiment ramener l'inflation plus autour de 2,5 et 3 si possible, pour finalement qu'on s'éloigne là pour éviter la déflation. Donc, on va garder les taux faibles, puis on va faire. Puis ça se peut qu'ils réussissent, hein, les gens sont sceptiques. Regardez le salaire minimum aux États-Unis, il fait passer de 7 piastres et demi à 15 piastres. Dans le secteur des services, les restaurants, etc., c'est le salaire minimum qui prime. Là. Vous allez me dire, certains États américains étaient déjà à 15 piastres, c'est vrai. Mais quand même, c'est l'effet d'entraînement que ça amène. Ceux qui gagnaient 17 piastres de l'heure, ben là, il était à 10 piastres au-dessus du salaire minimum avant, là, c'est 2 piastres. Attendez-vous que dans les Costco, tout, c'est comme, il va y avoir de la pression sur les salaires dans le secteur des services. Que je ne serais pas étonné, moi, qu'ils vont réussir à ramener l'inflation facilement au-dessus de 2 puis on va être plus dans le 2,5, 3, puis il va garder ça peut-être 2, 3 ans. Puis là, après, on va normaliser tout l'intérêt. So, bottom line, sur l'économie, si on regarde au niveau de l'économie, de la prévision, donc, on a eu notre V, là, puis là, la phase qui s'en vient, ben là, ça va être une autre paire de manches. Oui, il va y avoir une phase de récupération, la relance va se poursuivre, mais ça va être inégal, hein? Inégal, puis ça va dépendre aussi de différents des secteurs, je vais en parler, mais on est optimiste à reprise. C'est plus en deuxième moitié de cette année. Au Canada, on risque d'avoir un premier trimestre négatif. On s'attend à quoi? 3,8 cette année. L'an prochain, 4,5 une bonne accélération qui va être surtout en deuxième moitié d'année. Évidemment, il y a toujours il y a de l'upside, il y a de downside. Comme économiste, on doit rester plutôt modeste sur notre capacité à faire des prédictions en période de pandémie. On n'a pas vraiment de référence. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 1917-18, ça a donné mensuels faciles, trimestriels faciles à retracer. Donc, c'était pas le même environnement non plus. Mais il y a des risques à la hausse comme à la baisse. Commençons par les risques haussiers. Pour être optimiste, on peut avoir un vaccin qui arrive plus vite, efficace. Les vaccins sont déjà arrivés, mais il y a celui de Johnson & Johnson. On va voir la semaine prochaine. Là. Si lui, il sera bien moins compliqué. Hein. C'est une seule dose. Là. Pas besoin de garder ça à moins 50 degrés Celsius. C'est plus facile à administrer aussi. Donc, ça donnerait une très, très bonne nouvelle si ils sont en mesure de produire 1 milliard de doses, imaginez-vous cette année, si jamais c'était le cas. Aussi, d'autres stimuli budgétaires. On a Mme Yellen, qui avec son projet de 1,9 trillion. On a Mme Freeland, qui s'en vient là, avec un budget ce printemps. Il parle déjà là, d'un 80 à 100 milliards additionnels de plan de relance, pas loin de 3 de PIB. Donc, ça va être substantiel. Puis aussi, on a un boom là, de productivité, d'innovation. C'est sûr qu'on vient d'avancer de 5 à 7 ans. Là. On parle de la zone économie, ça n'aurait pas été possible de vous parler comme ça. Faire des conférences de façon virtuelle, vous en faites souvent, vous autres aussi avec vos clients. J'en ai fait quasiment une centaine l'année passée. Donc, à quelque part, il y a tellement de la télémédecine. Regardez toutes les nouvelles applications, c'est assez incroyable. Là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas tout le monde pas toutes les entreprises qui vont faire en sorte que les employés vont venir 5 jours par semaine au bureau. Là. Ça va être le travail partagé. Il y a bien des nouvelles applications aussi. Donc, il y a un boom de productivité et on le voit par les profits. Ça passe dans les profits, c'est là qu'on le voit. Mais il y a des risques à la baisse également. Hein. Là, on le voit, là, l'approvisionnement de vaccins au Canada, c'est pas de l'air évident. Qu'est-ce qui va se passer? On commence à avoir du nationalisme aussi, des raisons de sécurité nationale, c'est du nationalisme économique. Tensions qui peuvent surgir, ça va se calmer un peu aux États-Unis quand même. Puis aussi, on peut avoir la turbulence des marchés de capitaux, parce que je vais en parler, mais on verra bien là, l'ajustement, la normalisation des taux d'intérêt, comment ça va se passer. Donc, un petit avertissement, c'est que cette phase de récupération-là, ça va être un peu chaotique, ça va dépendre de la vitesse de vaccination, ça va être inégal pour les secteurs des types d'emploi. Rapidement, avant de parler de la bourse, vous pouvez regarder les secteurs. Donc, si on prend tout ce qui est par rapport à l'hébergement, la restauration, le commerce de détail, la culture, ce genre-là, on est encore avec des niveaux d'emploi 20 plus bas qu'on était en février dernier, alors que le reste de l'économie, tu sais, il y a des secteurs, ça roule encore bien plus qu'avant février dernier. Donc, presque négatif par secteur. C'est pas juste par secteur, c'est aussi par profession de votre emploi, dépendamment du type d'emploi que vous occupez. Puis ça exacerbe les inégalités aussi. Là. Regardez, ceux qui ont un diplôme universitaire, souvent sont en mesure de faire des
du télétravail davantage. Le niveau d'emploi, c'est le niveau record au Canada. Alors que ceux qui ont juste un diplôme secondaire ou pas de diplôme secondaire, on a des niveaux d'emploi 10% plus bas qu'en février dernier. Donc, les inégalités s'accentuent. Donc, c'est pour ça que faut avoir que nos gouvernements, on pourra en parler un peu de questions si vous voulez, là, pour que le gouvernement ajuste un peu le programme là, puis les gouvernements vont rester présents. OK. Sur le marché boursier, donc, on est-tu en route vers le nirvana, c'est-tu possible? Il y a encore beaucoup de chômage, beaucoup d'inégalités, etc. La bourse, elle est partie de son côté. J'explique un peu, finalement, qu'est-ce qui se passe. C'est que ça aurait été le bear market le plus rapide de l'histoire. Okay? En 23 jours, bam, on a descendu 35%. Puis en 126 jours, bam, on a récupéré tous nos pertes. Ben, écoutez, d'habitude, ça prend 2-3 ans à récupérer quand on a un bear market, là. Ben là, on a récupéré très, très rapidement. C'est assez incroyable de voir ça. Donc, c'est ça qui m'a, si on regarde au graphique suivant, en fait, j'explique en fait les piliers. C'est quoi les 3 piliers sur lesquels ça repose ce marché haussier-là? Parce qu'on est dans un marché haussier, là. À moins qu'on ait une baisse de 20%, ben, on est dans un marché haussier. Donc, 3 convictions. C'est que les stimuli monétaires, la liquidité, puis les stimuli budgétaires, ils sont sans précédent, puis ils vont rester là, puis on n'exclut pas qu'il y en mette d'autres. Imaginez-vous, ça alimente la bourse, parce que la bourse ne monte pas juste avec les profits, ça monte avec la liquidité. Rebond spectaculaire du côté des profits, je l'ai mentionné tantôt, et des anticipations qui sont élevées aussi pour la prochaine année. Et enfin, l'optimisme par rapport au vaccin, à la fois son efficacité, puis aussi son acceptation, sa distribution, puis l'acceptation. Donc, si une de ces 3 piliers-là, là, il y avait un doute qui se mettrait dans la tête, là, ben là, c'est une recette pour si tout à coup les producteurs de vaccins avaient un problème, ça se connaît. Donc, où on investit en 2021? Donc, ben là, l'idée suivante, c'est qu'il y a des vents de dos puis des vents de face, OK? Headwind puis tailwind. Fait que à gauche, si on regarde historiquement, lorsqu'on a eu une fin d'année assez extraordinaire comme on a eu, là, 14% de hausse au niveau de la bourse dans les 2 derniers mois de l'année, ben ça, c'est arrivé à peu près à 5 reprises. Depuis la Seconde Guerre mondiale, là, au-dessus de 10% dans les 2 derniers mois de l'année. Ben, absolument, c'est une bonne année l'année qui suit. C'est en moyenne 18%, imaginez-vous. Ça, c'est la petite courbe dorée. Alors que, mais on voit qu'il y a de la volatilité, hein, regardez la courbe, versus en général, ben, c'est autour de plus de 8 à 9% de rendement dans une année là, au niveau de la bourse annuelle. Donc, clairement, on a fini fort l'année. On a une administration Biden qui a en main de l'argent, ben normalement, c'est bon. Okay, et nous, on est sur des réactions. On l'est moins qu'on l'était, je vais vous en parler, mais c'est possible. Mais de l'autre côté, regardez à droite, là. On est déjà avec une capitalisation boursière là, des multinationales américaines, des 500 plus grosses. On l'a pas mis en fonction du PIB américain. Ça, c'est l'indicateur Warren Buffett, là. Mais au lieu de mettre les 500 plus grosses compagnies en pourcentage de l'économie américaine, on l'a mis en pourcentage de l'économie mondiale. C'est des multinationales de toute façon. Ben, on est rendu à 39%. La dernière fois qu'on a vu ça, ben, c'est dans le sommet de 99-2000, là, la bulle des dot-com. Ça ne veut pas dire que c'est une bulle comme telle. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en réalité, on peut voir là, qu'il y a de l'exubérance pas mal du côté de la bourse Wall Street. Donc, quand on a je vais expliquer lentement ces graphiques. L'axe horizontal, c'est le ratio courbe-bénéfice. Donc, le cours sur les bénéfices prévus. Et l'axe vertical, c'est les rendements anticipés, ou les rendements observés, excusez-moi, dans les 12 mois subséquents à gauche, puis à droite, c'est dans les 5 ans subséquents. Donc, vous pouvez voir que quand on s'enjuge à ces niveaux actuels, là, 22, 23 fois les profits prévus, là, dans l'année qui suit, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du plus 20 comme ça peut être du moins 20, c'est n'importe quoi. Regardez les nuages de points, comment ils se sont distribués. Mais si vous avez un horizon plus 5 ans, ben les actions américaines sur 5 ans, je suis pas sûr que ça va être votre classe d'actifs qui va performer le mieux dans votre portefeuille d'actions. Et ça nous influence, nous autres, au niveau de notre stratégie. C'est une des raisons que nous, on pense que faut réduire le poids qu'on donne aux actions américaines en courant de 2021. On peut le faire en début d'année, on peut le faire au milieu de l'année, on pourra le faire plus tard, mais en tout cas,
Je pense il faut réduire. Nous, on est sous-pondéré maintenant action américaine. On se pondère au niveau action canadienne, pays émergents, Europe. Puis aussi, on change pour avoir un peu plus de value que du gros. Parce que la courbe en rouge, c'est le TSX comparativement au S&P 500. Puis la petite courbe en noir, ben, c'est le secteur des valeurs versus croissance. Fait que vous voyez que les gens sont allés plus avec technologie que les finances, par exemple. Donc, ça, selon moi, ça va changer. Et c'est pour ça que notre stratégie, plus de valeur, moins de croissance, puis moins US, plus outre-mer. On peut voir au niveau des pays émergents, regardez par rapport aux marchés émergents par rapport au marché US. Donc, on est dans des situations de valorisation très, très peu chères. C'est la même chose du côté du marché européen. Ça, c'est à la fin novembre, début décembre. Donc, c'est un graphique qu'on avait mis la main dessus. Et on peut voir là, comment que c'était vraiment cheap à ce moment-là. Donc, c'est un peu notre stratégie. Just to le marché obligataire en terminant, avant de faire un petit wrap-up, c'est que donc du marché obligataire, c'est une courbe de rendement qui va s'intensifier, donc elle va se quantifier davantage, selon moi, parce que cette classe d'actifs-là, elle est plus ou moins, en tout cas, on pense pas que c'est normal d'avoir des taux 10 ans à 1%. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, ne peut pas descendre encore plus bas. Mais on a quand même l'administration Biden et on a le vaccin qui fait en sorte qu'on pense que durant l'année 2021, ça peut se quantifier davantage gouvernement. Puis regardez les anticipations inflationnistes aussi qui commencent, on peut le voir là, qui marche obligataire, du moins, donne le signal que lui, il croit que l'inflation va se un peu. Donc, au niveau de nos stratégies, on sous-pondère les obligations gouvernementales, on réduit la durée dans nos portefeuilles, on favorise plus les titres cycliques, les titres de valeur comme les financières, on surpondère les actions canadiennes et outre-mer aux dépens des actions américaines, on a relevé dans nos mandats, ça dépend parce que comme vous savez, j'ai différents mandats. Donc, on a dans certains cas des stratégies de couverture également au niveau de notre portefeuille. You can see the table, so I've already wrap up. And finally, finalement, la dernière slide, c'est la performance de nos fonds, parce que comme vous savez, avec Sébastien, je suis gestionnaire des fonds diversifiés, mais on a différentes solutions gérées, comme vous êtes au courant, nos segments, nos fonds distincts. Donc, que ce soit diversifié, sélection, location d'actifs, focus, peu importe lesquels. Évidemment, c'était une bonne année, fait que on n'a pas fait d'exception non plus. Donc, c'est tout. Donc, on peut arrêter le partage de temps. We can stop sharing the screen. Et maintenant, on va passer à la portion la plus intéressante. C'est donc vos réactions, les questions que vous pourriez avoir. Donc, je pense que c'est Henriette que... Oui, juste comme rappel, pour les questions pour M. Gignac, si vous pouvez utiliser le chat en bas à droite, on voit vos questions et ça s'adresse directement à nous. Donc, je vous écoute pour les questions, si vous avez des questions. Pouvez-vous peut-être réexpliquer la procédure? C'est par le chat, Henriette, que les gens procèdent? C'est par le chat en bas à droite. Vous voulez bien nous indiquer vos questions. OK. En attendant, je peux peut-être me lancer sur des chiffres, puis vous m'arrêterez au besoin. L'idée, c'est que on me pose la question comment qu'on fait pour savoir si c'est une bulle ou pas. Ça, c'est toujours la bonne question. Mais quand on regarde, il y a des indicateurs qui ne trompent pas, là. Le volume qu'on voit du côté du retail est significatif. Ça me fait penser à 99. Actuellement, si vous prenez les titres là, qui se transgent à plus de 20 fois les ventes, là, je ne parle pas de 20 fois les bénéfices, là. Je vous dis de 20 fois les ventes. Là, vous avez 10% là, du market cap là, sur Wall Street, là, que 10% de la capitalisation boursière à Wall Street, là, que c'est des titres là, qui transgent à plus de 20 fois les ventes. Ça, là, il faut que à 99 pour voir ce genre-là. Et c'est 25% du volume à la bourse. En 99, on avait atteint 35% du volume bourse. Donc, des titres là, et quand c'est rendu que les gens achètent des titres dans le but uniquement de s'en débarrasser pas trop longtemps,
dans une semaine ou dans une journée ou dans 2 semaines à un prix plus élevé, ben c'est ça la définition d'une bourse, d'une bulle. C'est que tu achètes un titre à long terme, parce que les actions, normalement, c'est des titres à long terme. Tu achètes des titres dans le but de les détenir pas longtemps, puis de les vendre juste à un profit, un niveau plus élevé. Fait que c'est typique des bulles. Mais ça veut pas dire que ça peut pas faire un autre 25% à la hausse, là. C'est pas une science exacte. Mais clairement, il y a de l'exubérance. Donc, Henriette. Monsieur Gignac, on a une question. Au niveau revenu fixe, vous favorisez quel type de revenu fixe? Le high yield, autre? On est du côté, premièrement, on aime bien les floating notes. Donc, au niveau des prêts bancaires flottants, ça, on aime bien gros ça, parce que j'ai pas de risque de durée. Je vois pas non plus de récession, parce que, tu sais, les gouvernements, on vient juste d'en avoir un, ils vont tout faire pour pas qu'il y ait une autre. Donc, ton risque est, parce que ces affaires-là, si on prend les floating notes, c'est un peu la même chose avec les high yield aussi, en passant, là, que si tu vois pas de récession, ben, tu as une durée beaucoup plus courte. Parce que si vous allez avec des obligations gouvernementales de long terme, ben votre risque, OK, c'est sécure, comme la garantie est là, mais vous avez un risque de durée important si vous avez le long terme. Même il y a les obligations corporatives, moi, on peut nous autres acheter des fonds négociés en bourse dans nos fonds. Hein. Donc, des fois, à l'occasion, je vais acheter le LQD, qui est un ETF. Or, la durée est pas loin de 9 ans. Hein. Ça a augmenté beaucoup la duration dans les obligations corporatives. Fait que, donc, vous pourriez avoir la situation que vous, sur un repricing, excusez mon français, de la valeur des obligations, puis une pente qui s'accentue, que même les obligations corporatives, étant que les écarts sont déjà très, très minces, la prime à risque est très, très faible, que là, l'impact de durée vous frappe. Donc, on est plutôt courte durée, un peu plus au niveau des floating notes, puis la high yield, mais quand même, la prime de risque est très faible actuellement. Une autre question. Quel effet le stoppage de Keystone a sur l'économie? OK. L'impact, il y a de la symbolique et de l'impact réel. L'impact réel, ben, écoutez, c'est plus sur la perspective de développement des sables bitumineux. Parce que, à quelque part, on peut exporter le pétrole par train. Hein? Donc, c'est ça qu'on fait actuellement. On continue à le faire par train. Mais ça vient de fermer les perspectives du marché américain pour une secousse en termes de développement, de renvoyer davantage de pétrole, le signal que ça donne. Gardez à l'esprit qu'on est dans un contexte où les États-Unis se joignent à l'accord de Paris, qu'on va mettre beaucoup d'argent au niveau des technologies vertes, l'électrique, etc., pour réduire l'empreinte carbone. Fait qu'on est là-dedans, là. On est vraiment. Il y a du pour et du contre. C'est pour le Québec avec l'Hydro-Québec, les technologies vertes, les batteries, tout ça, il y a beaucoup de potentiel. Mais pour au niveau du pétrole, ça a réduit les perspectives. L'impact a été très limité, pour pas dire nul, quasiment. Si vous regardez l'écart entre le Western Canadian Select et le WTI, en fait, c'était déjà intégré dans les marchés parce qu'il avait dit en campagne électorale que de toute façon, il révoquerait le permis, que c'était déjà impliqué. L'écart est à environ de 14 $, mais il a déjà été de 20-25 $. Donc, puis en plus, le prix du pétrole augmente. Donc, pour les producteurs canadiens, finalement, ça n'a pas d'impact sur leur valorisation trop tôt. Et d'un point de vue contrarian, je dirais, s'ils vont lever encore avec la réglementation sur le pétrole de schiste, là, parce qu'on sait que c'est l'augmentation de la production de pétrole de schiste qui a fait que ça a affecté le prix du pétrole beaucoup. Okay? Donc, si on réglemente davantage le traitement des eaux et ces choses-là du côté du pétrole de schiste aux États-Unis, ben, on pourrait avoir peut-être un prix du pétrole qui serait pas mal plus autour de 60-65 $ dans le WTI que 45 $. Donc, à quelque part, c'est pas mauvais pour les titres énergétiques canadiens. Une autre question pour vous. Le dollar canadien, comment va-t-il évoluer, croyez-vous? Oh, si je vous dis en dents de scie, ça ne voudrait pas dire grand-chose, hein, puis, mais c'est comme, je suis positif sur le dollar canadien à moyen terme. Moi, je le vois à 1,18, 1,20, là, on est en 82, 83 sous.
pour toutes sortes de raisons. Nos finances publiques sont en meilleur état qu'aux États-Unis. Notre système d'éducation bien mieux, le système de la santé aussi. Les inégalités vont être beaucoup plus fortes aux États-Unis qu'au Canada. Actuellement, on a récupéré 80% des emplois perdus au Canada. Aux États-Unis, c'est 55% seulement des emplois perdus. Beaucoup plus de monde ont des diplômes collégiales universitaires au Canada qu'aux États-Unis. Puis c'est ça que tu as besoin dans la nouvelle économie, dans la post-COVID-19. Beaucoup de facteurs favorables au Canada, mais à très court terme, imaginez-vous si jamais Pfizer, déjà nous autres, on est dépendants là, des vaccins. Là. On sait que, oublie ça, les usines américaines, nos vaccins, ils venaient pas des usines américaines, ils venaient des usines européennes. Puis là, c'est rendu que l'Union européenne dit, hey, wow, attends un peu, là. Je pense qu'on devrait se servir en premier parce que c'est nous autres, l'Union européenne, qui a financé ces compagnies-là pharmaceutiques avec les fonds publics pour qu'ils développent le vaccin. Puis là, c'est quoi, nous autres, les autres, il y a de la politique là-dedans, hein, qui fait en sorte qu'imaginez-vous, si jamais on avait une nouvelle que tout à coup, l'Union européenne se met à bloquer je sais pas s'ils peuvent bloquer au plan légal en passant, bloquer l'exportation des vaccins vers le Canada, ben là, on n'est pas sorti de l'auberge, là. Va falloir Johnson Johnson puis d'autres compagnies pharmaceutiques, d'autres vaccins, puis vite, qui pourraient faire en sorte qu'il y aurait une inquiétude sur la capacité de l'économie canadienne de rebondir aussi facilement et en raison qu'on aurait vacciné tout le monde au mois de septembre. Si on a vacciné tout le monde au mois de septembre, ça va, mais ça, c'est un facteur de risque. Fait que pour répondre à la question, à court terme, cette année, en 2021, oui, il y a des vents de face aussi, mais si vous avez plus un horizon de 12 à 18 mois, le dollar canadien s'en va à 82, 83 sous selon moi, parce qu'on finit par être vacciné. Puis on a de bien meilleurs fondamentaux selon moi que les États-Unis. Avec l'arrivée du président Biden, est-ce que les fonds verts sont à avoir dans son portfolio et si oui, à quel pourcentage? Pas directement, c'est indirectement par des gestionnaires. Donc, nous aussi, ça dépend parce que à l'intérieur, on respecte les principes du PRI. Par contre, c'est pas comme une position de fonds ESG comme tel dans les fonds que je gère, mais on a des solutions gérées chez IA qui l'offrent des expositions au niveau des ESG, mais pas proprement dit dans les fonds que je gère. Mais c'est une tendance lourde. Donc, les clients veulent ça. Puis sur notre plateforme également, on l'offre à nos clients, même si on n'est pas les gestionnaires principaux au niveau de ces fonds-là. Mais on est en train de développer toute l'expertise. C'est quoi l'effet si on tarde le vaccin ici au Canada? Ben, l'effet, c'est que, voyez-vous, moi, je prétends que la vitesse de la reprise économique est intimement reliée à la vitesse de vaccination. Donc, si on est vacciné, regardez ce qui se passe, il y a certains pays qui vaccinent bien plus que d'autres. Là. Israël a payé le prix, puis ils ont vacciné plus vite aussi, non? Donc, si on vaccine plus lentement, c'est donc dire qu'on va peut-être, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un point de bascule. En anglais, on dit que c'est tipping point entre le nombre de cas qui s'accélère avec la contagion versus la vaccination qui s'accélère. Puis là, à un moment donné, ça commence à désengorger tous les hôpitaux. Puis là, c'est correct parce qu'actuellement, avec le délestage, je ne sais plus ce que ça faisait, les statistiques, les hôpitaux, l'hospitalisation. Là, à ce moment-là, tu vas commencer à avoir une réduction du confinement et là, commencer à ouvrir davantage, puis des restaurants et tout. Fait que, alors, ce point-là de bascule, là, de nombre suffisant de gens qui ont été vaccinés versus les autres qui prennent les nouveaux variants qui sont encore plus contagieux, c'est-tu en avril, c'est-tu en juin, c'est quand au juste? Puis, comme je disais tantôt, c'est sujet aussi à ce que les vaccins rentrent, là, puis qu'il n'y a pas de nationalisme là, protectionniste là, pour des raisons de sécurité, de santé publique qui gardent le vaccin pour eux autres, parce que nous, on n'en produit aucun de ces vaccins au Canada. Donc, mon point, c'est que l'impact est très important, c'est une hypothèse très importante que l'efficacité, j'en ai parlé un petit peu, mais la vitesse de vaccination, c'est une perspective économique. Nous, on fait l'hypothèse que tout le monde est vacciné en septembre au Canada. Et c'est pour ça qu'on a une forte accélération de l'économie canadienne en deuxième moitié d'année et que l'an prochain, comme la Banque du Canada d'ailleurs, dans ses forecasts, on a une prédiction de 4,5% de croissance l'an prochain qui est plus forte que cette année. Et une dernière question pour vous. Votre point de vue sur le marché de la Chine? De la Chine? OK. Ça dépend si on parle, pour moi, qu'on parle de la bourse, là, et non pas nécessairement
moi, je suis pas un spécialiste sur la Chine. Nous, on a des gestionnaires externes qui gèrent au niveau de la Chine. Si je vais au niveau de l'économie, ben c'est là qui est le potentiel de, on voit le niveau B qui augmente au niveau de la Chine. On n'est pas là pour défendre le modèle de la Chine, on aime bien notre démocratie, mais force est d'admettre que durant la pandémie, c'est, comme ça, évidemment, c'est la liberté, les droits de liberté qui en écopent un peu. Mais dans le fond, qu'on a vu que ce modèle-là, au niveau du contrôle de la pandémie, on peut contrôler et beaucoup plus de discipline. Là. En Chine, c'était pas le choix d'être discipliné. Là. Or, actuellement, si on regarde les perspectives à moyen terme, la Chine servirait de base pendant le temps qu'on avait M. Trump avec son gros protectionnisme là, qui déchirait les ententes, sort de l'accord de Paris et rebrassait la donne avec le Canada puis le Mexique. Pendant ce temps-là, la Chine servirait de bord. Elle a négocié une entente de partenariat économique régional avec le Japon, avec ses alliés asiatiques. Puis c'est pas loin de 50% de l'économie mondiale, ce nouvel accord-là. Les États-Unis ne sont pas dedans. Donc, qui fait en sorte que, clairement, c'est là qu'il y a le potentiel de croissance. Fait que nous, on a une exposition au niveau des marchés émergents. Normalement, c'est quoi? À peu près 6% là, de la capitalisation boursière mondiale. On est autour de plus de 14%. Donc, on achète des ETF, des fonds négociés en bourse qu'on rajoute en exposition. Puis le quart de ça, c'est du côté de la Chine. Donc, forcément, on est positif sur la Chine, même si c'est pas tout à fait les mêmes règles du jeu que du côté de l'Amérique du Nord de Wall Street. J'avais dit que c'était ma dernière question, mais ça a enchaîné une toute dernière. Est-ce que vous voyez, c'est quoi l'effet que vous voyez sur les produits d'assurance des intérêts qui sont rendus très bas en ce moment? C'est quoi l'effet long terme sur les produits d'assurance, les dividendes qu'on paye, les coûts des primes? OK. Je pense qu'on aurait dû arrêter la question précédente. Je vais étaler mon incompétence pour répondre à ça. L'idée est la suivante, c'est que nous autres, les compagnies d'assurance ont vraiment très, très développé des outils de gestion. C'est mes collègues du côté des fonds généraux, les actuaires aussi. Puis on s'est comme pas mal prémunis au niveau des variations de taux d'intérêt. Donc, je pense que faire le lien directement avec les taux d'intérêt au niveau des primes, je me donnerais une petite gêne là-dessus, parce que nous autres, on a des horizons beaucoup plus de 20 ans, puis 30 ans, puis 40 ans. Puis c'est pas les taux actuels qui déterminent tout le pricing, au niveau des primes. Mais je suis pas la personne qui siège sur le comité, puis je suis pas un actuaire non plus. C'est pour ça que j'étale un peu mes limites de mes connaissances, mes compétences. Mais on a des horizons, c'est normal au niveau de nos produits. C'est toujours plus des horizons 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand vient le temps d'établir le prix au niveau de différentes polices puis des primes. On vous remercie beaucoup, M. Gignac, et on remercie à tous ceux qui ont assisté à la réunion et la rencontre. On vous souhaite une très belle journée. Plaisir, bonne journée.